Ce soir, on va voir pour l'avant-première du film de Stanislav Dorogenkov qui est là, Ilias, qui est un film qui a toute son importance aujourd'hui à être projeté puisque c'est un film qui est autoproduit, c'est un film libre, c'est un film que vous n'aurez l'occasion de voir pour l'instant nulle part ailleurs à Paris puisque c'est son avant-première. Et je vais laisser Stanislav dire quelques mots de son film. Voilà, merci à toi d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. C'est le jour très émouvant et très triste, puisque nous tous témoins de ce qui se passe dans le monde. Et le film a pris 7 ans et demi à se construire. D'ailleurs, je l'ai commencé suite à l'annulation d'un projet que je faisais en Ukraine à l'époque. Et puis je me suis retrouvé à Marseille. Et là, il y a quelque chose qui m'a appelé à faire ce film. Enfin, j'ai déjà eu une base, c'est une longue histoire, mais en tout cas, aujourd'hui, je fais cette première et j'attendais depuis quand même pas mal de temps ce moment. Et ça tombe aujourd'hui. Et ça me rend particulièrement triste. Et en même temps, je suis très ému. Et en fait, ce film, par-delà de tout ce qu'il dit dans ce film, par lui-même, il propose une autre solution aux gens, à l'humanité, celle de créer, celle de résister par la création. Et ce qui se passe ici à la clé, c'est le cinéma qui résiste par la création et qui donne une possibilité aux gens de montrer leur création. Et c'est le message le plus important et c'est la seule solution qui me semble possible contre la violence et la guerre. C'est la création qui propose tout à fait un autre choix. Voilà, et je vous transmets ce film avec amour. Merci de rester jusqu'au bout. Peut-être, moi j'ai une petite question. Comment est venue l'idée, la première idée du film et comment tu l'as étayé sur les 7 années où tu as travaillé le film? C'est un trait en fait dans ma vie tout seul. Et pendant toute une période, j'ai essayé d'écarter ça. Mais après, justement, il y avait cet événement en Ukraine qui m'a un peu paralysé. J'étais à Marseille. Et comme j'ai déjà fait des recherches sur Ilias, je savais qu'il y a une partie de son archive qui est là-bas, dans un endroit confidentiel. D'un coup, je vois une exposition qui se passe à Marseille autour d'Ilias. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je change de projet, parce que celui d'Ukraine a l'air bloqué. Et bien, je me suis dit, je vais faire un film là, avec ce qui se passe, parce que je me sens bloqué, il faut que je fasse une autre chose. Et puis, je pensais au départ que ça va être un film assez rapide, mais il y avait beaucoup de pièces dans l'archive, et chaque fois, en fait, c'était un truc un peu paradoxal, tu prenais quelque chose et ça amenait à d'autres choses, en fait, ces d'autres choses donnaient encore d'autres choses. Et puis, en fait, il n'y avait pas vraiment de réponse, en fait, à tout ça. Je me suis dit, ça a l'air quand même assez éclaté comme histoire. Et puis en fait, comme il a préféré aussi, en fait, comme une volonté de rester un peu dans la clandestinité, du coup, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait simplement pas. Et puis, ils étaient un peu cachés. Et puis, c'est en découvrant comme ça a amené toujours faire un parcours, en fait. Voilà. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire en fait, Ilias? Et en fait, j'ai pensé aussi que peut-être
il m'entraîne dans un truc où c'est comme la guerre en fait, voilà, parce que justement, je me suis dit, il est en guerre en fait avec lui-même, parce que en fait, sa mère elle voulait une fille, et puis c'était un garçon, donc en fait il y avait un moment où il y avait deux côtés en fait qui étaient en lui en fait dans un état de conflit. Et en fait j'étais marié et puis c'était fini, on a divorcé et puis et du coup j'ai proposé à mon ex-femme de jouer l'autre partie. Enfin, moi je suis devenu Lilia, enfin elle est devenue Lilia et moi je suis Ilia. Et, et en fait, je me suis dit, tout seul je peux pas, mais ensemble on fait le personnage en quelque sorte c'est de moitié, qui se réunissent. Et donc en fait du coup je me suis dit sans doute ce film c'est plutôt un portrait mental d'Ilias peint à travers soi-même, puisque je me suis aussi retrouvé en France mais j'ai jamais été exilé, j'ai toujours pensé juste que je suis là pour quelques jours, quelques mois, quelques années. Et puis je pars, et puis en fait j'arrive pas à revenir d'où je viens. Et en plus là, je dois présenter le film le 5 mars à Moscou, j'ai le billet. Et alors je veux revenir d'où je viens. Et il commence la guerre, alors c'est un défi. Voilà, je me suis dit, bon, avec le film, déjà, c'est clair, il faut calmer ces impulsions guerrières des gens qui nous paralysent. Il faut revenir à soi. Donc, je pense que je dois y aller. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, pas de questions. Une question ? Est-ce que vous avez peur ? J'ai peur de devenir la personne que j'étais avant. C'est peut-être la seule peur que j'ai, sinon ça va. Pourquoi avoir voulu faire ce film sur Ilias? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire et qu'est-ce que vous en avez tiré en fait à la fin de... Parce que pendant 7 ans et demi, du coup, avant, vous avez dit que votre recherche, enfin, que vous étiez déjà penché sur le sujet avant. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film et qu'est-ce que vous en avez tiré au long de sa création et maintenant qu'il est fini? En fait, à Moscou, quand j'étais jeune, il y avait un bar qui n'existe plus, s'appelait Rocky. En fait, c'était un endroit un peu clandestin, et puis il y avait une librairie, et il y avait plein de musiciens, des artistes, tout le monde passait, tout le monde buvait. En fait, on buvait un peu tous les jours, toute la nuit, et puis comme une sorte d'échappatoire, c'était aller dans cette librairie, et à chaque fois, j'allais, comme à travers le sommeil dans cette librairie, je prenais un livre, et j'en ai pris comme ça plusieurs, en fait. Et une fois, c'était le livre d'Ilias, c'était la première fois, c'était publié en Russie. Et je me suis dit, ce livre, j'achète. C'était, je sais pas, en janvier 2000, peut-être 6 à Moscou, 4h du matin. Et puis, en fait, je voyageais avec ce livre, voilà, il était dans mon sac. Et puis, certains Ilias de ma vie, des moments où j'étais bloqué quelque part, comme je vous ai expliqué à Marseille ou d'autres circonstances, m'a amené à ouvrir mes propres valises. Et là, ce que j'ai fait un peu dans le film, et là je vois, il y a ce livre, il est toujours là. Et bien, ce livre, j'ai commencé à le lire, et puis je me suis dit, mais c'est pas un livre, c'est un scénario. Et puis, à un moment donné, en fait, ce scénario, il commençait à se réaliser, mais comme j'avais pas d'argent, donc il fallait inventer. Parce que le décor, j'avais pas moyen, ou enfin d'autres choses, j'avais pas moyen, donc en fait il fallait faire sans moyens. Et en fait, le faire donnait des moyens.
Donc en fait c'était aussi un peu l'idée de comprendre Ilias qui était quelqu'un qui a traversé un XXe siècle et puis son parcours de quelqu'un qui pas mal se débrouillait en fait parce que c'était beaucoup de débrouille et c'était beaucoup invention. Et en fait je me suis conclu en fait par-dessus tout ça, cet homme il avait quelque chose que j'appelle l'art de vivre. Voilà, et en fait je trouve que c'est l'art de vivre, c'est quelque chose qui se perd aussi, comme d'ailleurs l'art de voir dans le film. Voilà, et c'est très important de maintenir l'art de vivre et vraiment respecter ça en fait. Et le monde d'aujourd'hui, il détruit beaucoup l'art de vivre ancestral. Enfin, c'est déjà beaucoup détruit. Et pour moi, faire ce film, c'était une manière contemporaine de se rappeler de l'art de vivre d'autrefois. Voilà, tu vis quoi. T'es pas envoyé par quelqu'un, tu vis par toi tout seul. Et au final, tu peux envoyer ton passeport dans l'eau et puis juste tu vis sans appartenance à un pays en fait. Comment dire, c'est la manière de devenir libre en fait. Voilà, je trouve que c'est important. Et pour moi, ce film, c'était à travers la guerre qui était à moi de retrouver une sorte de liberté. En fait, ce qui se passait pendant la guerre de Troie, en fait, ils se battent. Et puis à un moment donné, la guerre c'est une chose, mais en fait, il y a une qualité comme ça qui se présente à un moment donné, c'est de la liberté, se libérer de la guerre et de sa appartenance à cette guerre et de partir enfin. Voilà, et donc je me sens un peu comme quelqu'un qui est vidé. Maintenant, j'ai commencé à la suite en fait, parce que c'est une épopée, donc c'est la première partie, d'Iliade, et là je commençais à travailler sur Ulysse. Donc, le retour un peu logique, parce que lui, en fait, il était en France, il rêvait de la Géorgie natale, et puis il ne pouvait pas revenir à cause de l'événement. L'histoire de l'Union soviétique, etc., c'était compliqué. Donc en fait, il a trouvé son Ithaque ici en France, à Trigance. C'est un village d'un bar, mais c'était un Ithaque imaginaire, en fait, complètement. Comment dire, c'est comme un décor, mais en fait, le vrai Ithaque de Géorgie, il l'a jamais retrouvé. Mais il rêvait de ça. Et en fait, il faisait des recherches des recherches sur les voyageurs qui vont de Occident vers l'Orient, qui passent en Géorgie à travers l'histoire. Et puis là, je me suis intéressé à faire cette suite sur la question de retour. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir quand on rentre, en fait? Est-ce qu'on peut être rassasié par le retour, ou si le retour, c'est quelque chose qui est finalement inaccessible, c'est comme une sorte de maladie, nostalgie, nostos. Le retour après le retour, mais en fait ce retour, il est toujours défectueux. Il ne fonctionne pas en fait comme le retour simple, c'est quelque chose... on ne peut pas retourner en fait ouais, parce que peut-être on n'est jamais parti, je sais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vais en voir. Bonsoir, merci pour le film. C'était quel livre d'Ilias que vous aviez acheté à Moscou? C'était un livre qui s'appelait Lettres à Philippe Gordon Price. Et en fait, après j'ai appris qu'en fait c'était aussi un autre livre, c'est une autre version d'un autre livre qu'il a fait, qui s'appelle Philosophie, d'ailleurs, qui parle en fait c'était l'idée pan-slavique en fait de reprendre le Saint-Sophie à Constantinople. En fait c'était vraiment le rêve de certains extrémistes orthodoxes, parce qu'ils pensaient que il faut refaire l'histoire, c'est pas possible que ça reste entre les mains de musulmans. Et sauf que à l'époque d'Iliade, en fait, à ce moment-là, en fait, il y a beaucoup de Russes
bolcheviques qui pensent faire un coup d'État et qui veulent reprendre la Sainte-Sophie, mais transformer Constantinople finalement à Leningrad, pas Saint-Pétersbourg, mais Constantinople devient la capitale. Donc c'est l'histoire de complot qui se passe, enfin, c'est assez compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est une espèce de puzzle, et en fait là-dessus il a écrit deux livres, ou bien c'est peut-être un livre, mais comme s'il y avait une version A et une version B. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé qu'il y a deux versions, enfin c'est presque le même livre, mais en fait il y a deux versions. Je me suis dit c'est assez expérimental. Voilà. Et ce livre il est traduit en français. D'ailleurs, ce qui est assez troublant avec Elias, certains de ces textes qui sont écrits en russe apparu d'abord en traduction en français et que 70 ans après, ils sont apparus en Russie. Donc il y a vraiment une question de lacune, en fait. Il y a des choses qui sont produites, mais en fait, ils sont passés complètement inaperçus. De toute manière, en fait, c'était un peu son propos. Il disait que le meilleur sort du poète, c'est de tomber dans l'oubli, le meilleur sort du poète. Pourtant, lui, en fait, ce qu'il faisait dans la vie, il ressortait du néant les auteurs, des poètes et ce que j'ai un peu essayé d'expliquer dans le film. Pierre Asmani, celui qui est devenu peintre national de la Géorgie. Tempel, c'est un astronome-poète. Ensuite, c'était Montluc, un écrivain du XVIIe siècle de Toulouse, qui était adversaire de Richelieu, qui était emprisonné à la Bastille. Et en fait, tous ces personnages, c'est Ilias qui les a ressortis. Il appelait cette procédure mise en lumière. Donc en fait, il faisait pour les autres mise en lumière, et pour lui, il faisait un peu mise en poussière. Et enfin, je me suis dit, voilà, il faut lui rendre hommage, faire un peu la même chose. Mais essayant de respecter, sans rendre la chose vulgaire. En fait, il avait peur, de manière préalable, que en fait, la reconnaissance historique peut devenir une chose vulgaire. Et il voulait surtout éviter ça, donc il préférait être très discret. Une toute dernière question, et puis on va aller discuter ensuite à l'extérieur. Moi, c'est pas une question. Je voulais dire que j'avais côtoyé, sans le savoir, Ilias pendant des années. C'est Christian Farato qui est la voix du film. Une des petites voix. C'est-à-dire, j'avais une amie qui était beaucoup plus âgée que moi, qui avait fait la guerre, qui était allemande, qui avait été raflée au Veldiv et qui avait été sauvée en camp de concentration par sa peinture. Et elle était une amie d'Ilias. Et tous ces gens se connaissaient. C'était une amie de Nicolas de Staël, d'Ilias, etc. Et chaque fois qu'elle partait pour aller peindre en direct, elle me laissait toutes des œuvres qui avaient de la valeur sous mon lit. Et parmi ces œuvres, il y avait le livre d'Ilias qu'il avait fait avec Picasso. Ce qui vaut une fortune maintenant. Voilà, je ne l'ai pas gardé parce que donc, pendant des années, j'avais Nicolas de Staël, Ilias et tout. Bon, et après elle est tombée, j'ai donné toutes les peintures pour qu'elle soit dans bonnes conditions. Voilà. Mais je veux dire que je rejoins toute cette époque dont tu parles, parce que finalement, ils se connaissaient tous, l'art était sacré, ils se respectaient, et il y avait des tas de... Et bon, cet ami, elle connaissait Maxence, et Ilias, j'entendais toujours parler de lui, je ne l'ai jamais vu. Et quand j'ai rencontré Stanislas, c'était étonnant, il me dit, je veux faire quelque chose sur un personnage que personne ne connaît. Et Ilias, voilà. Donc il a été effectivement connu et il a bien correspondu à cette période de guerre et d'après-guerre. Voilà. Merci. Merci.
Merci à toi.